Vous avez fait allusion à deux sectes, dont une avait déjà défrayé la chronique dans le passé, la Citadelle, et l'autre que je ne connaissais pas, parce qu'effectivement ça pullule, Tabitha's Place, c'est ça? Place. Tel parent, au retour de stage de l'un de ses enfants, est étonné par son changement de comportement. Par exemple, il ne veut plus manger de viande. Le New Age fait son nid dans le bénitier des églises. Le Christ y devient un cosmoplanétaire, la Vierge un substitut de la Dame Blanche. Je dis très clairement les choses. Je pense que si on fait partie d'une secte, on ne peut plus exercer ce métier. Si toutefois la secte décide que cet enfant ne doit pas exister, on va le sacrifier. Est-ce qu'on peut considérer que les témoins de Jéhovah ne font pas des enfants infirmes intellectuellement parlant? Il se passe des choses, il y a des gens qui souffrent, il y a des victimes, et devant cela, l'État, le gouvernement, le pays ne peut pas rester un simple observateur inactif. Des sectes, des gourous, un danger sournois et omniprésent, des victimes, des enfants en danger. C'est le tableau dressé par ces acteurs de la lutte contre les sectes. Monsieur Roulet est l'actuel président d'un organisme d'État inspiré par cette vision alarmiste, la Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Comme nous l'avons vu dans la première partie de notre documentaire, depuis 1981, l'action de l'État, soutenue par des campagnes médiatiques régulières et 2 commissions d'enquête parlementaires, a conduit l'opinion française à adhérer à une théorie très marginale dans le monde, selon laquelle les nouvelles expressions de la spiritualité seraient le foyer d'une perversité et d'une délinquance caractérisée. Le 19 décembre 2006, la parution du 3e rapport d'enquête parlementaire intitulé « Enfance volée » abondait dans ce sens et bénéficiait de toutes les faveurs des médias. La commission parlementaire a remis ce matin son rapport au président de l'Assemblée nationale. Rapport parlementaire très attendu, enfance volée, les mineurs victimes des sectes. Les plus jeunes sont coupés du monde extérieur, manipulés par les gourous ou les parents. Avec 50 propositions pour protéger les mineurs. Le constat que nous avons fait, un constat alarmant, à double titre. D'abord, le nombre d'enfants touchés en France par ce phénomène. Ils sont plusieurs milliers. On peut estimer entre 60 et 80 000 enfants. Derrière ces propos péremptoires, il n'y a en réalité aucune preuve de l'existence d'enfants en danger du fait de supposées dérives sectaires. N'importe quel journaliste, à la lecture attentive de ce rapport ou en visionnant les auditions de la commission disponibles sur Internet, aurait pu soupçonner l'énormité d'un mensonge communément admis depuis une dizaine d'années. Quelques heures nous ont suffi à relever les éléments d'une petite démonstration. Monsieur Fenech, président de la commission, le 19 décembre 2006, jour de la remise du rapport. Compte tenu des rapports de la mission interministérielle qui met l'accent sur les dangers pour les enfants, compte tenu d'un certain nombre de signalements qui étaient portés à notre connaissance, notamment de l'autorité judiciaire, nous avons estimé que c'est là qu'il fallait faire porter notre action. Madame Sancy, représentante de l'autorité judiciaire 3 mois plus tôt lors des auditions. On nous a cité le chiffre de 80 000 enfants qui seraient touchés par le phénomène. Oui, sauf qu'en 2003-2004, lorsqu'on a mené cette enquête, on a recensé 192 dossiers et pas un de plus. Voilà, ouverts pour une problématique sectaire et encore directe ou indirecte. Il y avait même un certain nombre de dossiers pour lesquels la problématique était indirecte, c'est-à-dire qu'on n'était même pas sûr qu'elle avait une influence directe sur ce qui avait été mis en cause. Vous avez dit tout à l'heure, il y a une centaine de dossiers déjà anciens, vous avez dit, suivis. Et je m'interrogeais sur le déjà ancien. Parce que déjà ancien, ça veut dire qu'il n'y en a pas de nouveau, ça veut dire qu'il traîne et qu'on s'en sort pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y avait derrière votre incise, là, déjà ancien? Cela veut dire effectivement qu'on constate une grande diminution des cas de signalement. Monsieur Dupuis, mission secte du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons demandé aux inspecteurs d'académie quels étaient, parmi ces enfants en danger, ceux qui l'étaient à cause de mouvements sectaires. Ils nous ont répondu qu'il y en avait 8. Sur les 19 000 signalements auprès des parquets d'enfants en danger, vous nous dites 8 seulement ont concerné phénomène sectaire. Donc là, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi ce chiffre qui est insignifiant? Nous pensons, nous, être en droit de poser la question suivante.
Comment expliquer que la Commission n'ait pas seulement envisagé que ces chiffres correspondent tout simplement à la réalité de la quasi-inexistence de victimes? Et là, au lieu de cela, obstinément poursuivi sa quête de preuves auprès de chaque ministère. Audition de Madame Françoise Le Bihan du ministère des Affaires étrangères. Votre ministère, votre direction n'est pas saisie d'affaires mettant en cause des parents divorcés avec des enfants déplacés à l'étranger? Ah si, vous en avez voilà. quand même. Oui. C'est à ce titre que nous connaissons ces deux dossiers, les deux dossiers que je vous ai cités. Mais pas plus de 2 dossiers, vous dites. Concernant des dérives sectaires sur des mineurs. Oui. Faute de chiffres, la Commission se rabat sur les boucs émissaires habituels des médias. À ce titre, les témoins de Jéhovah seront cités pas moins de 415 fois au cours des auditions. Là encore, la rumeur subira parfois quelques démentis cinglants. Messieurs Dupuis et Polivka, inspecteurs généraux de l'Éducation nationale. Jamais nous n'avons eu de signalement d'enseignants, de parents d'élèves, d'élus, nous alertant sur le comportement des enfants témoins de Jéhovah. On ne signale pas, effectivement, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il nous semble qu'ils ne sont pas vraiment en danger. Il se passe des choses, il y a des gens qui souffrent, il y a des victimes. Il y a certes des choses qui se passent, mais elles ne semblent pas inquiéter les observateurs des ministères. Il y a peut-être des victimes, mais leur nombre ne justifie en rien l'action du gouvernement. À observer cette action sur les 25 dernières années, on peut même dire que s'il n'y a pas de victimes avérées, ce n'est pas faute de les avoir cherchées. Un guide de l'agent public face aux dérives sectaires, diffusé dans toutes les administrations, récapitule les principaux éléments d'un dispositif unique au monde. Depuis 1996, une mission interministérielle permanente, la MILS, à laquelle a succédé la Miviludes. Des missions de vigilance et de coordination au sein de chaque ministère. Un magistrat correspondant secte dans chaque cour d'appel. 50 correspondants sectes parmi les enquêteurs de la Direction centrale des renseignements généraux. Dans toutes les préfectures, une cellule de vigilance sur le phénomène sectaire. Des brochures de mise en garde contre les sectes dans les 1239 points d'information jeunesse. Un livre spécial secte pour les maires et à tous les niveaux de ce dispositif. L'intervention des associations anti-sectes. CCMM, Centre contre les manipulations mentales, et surtout les ADFI, Associations de défense de la famille et de l'individu, qui sont reconnus d'utilité publique, subventionnés à plus de 90% et à hauteur de centaines de milliers d'euros. C'est donc cet arsenal impressionnant qui se révèle incapable de déceler plus de quelques victimes de dérives sectaires chaque année. Monsieur Leski, chef du bureau des cultes, termine notre tour d'horizon des ministères et montre que l'action de l'État se heurte parfois au simple bon sens et à l'éthique d'un fonctionnaire. Si les autorités administratives qui ont été mises en place pour protéger les enfants constituent un dossier suffisamment étayé qu'ils peuvent transmettre au ministre de l'Intérieur en lui disant voilà, sur la base de l'ensemble de ces faits avérés, de ces dossiers, nous avons un mouvement dont la philosophie fait que systématiquement les enfants sont élevés en contradiction avec les conventions internationales signées par la France, mais nous examinerons le dossier. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Je ne vais pas l'inventer. Je ne suis pas en droit de me substituer à cette absence de preuves. Qu'est-ce qui alimente donc le supposé travail des commissions d'enquête parlementaires, de la Miviludes et des associations subventionnées par l'État? Connaissent-ils ceux qu'ils dénoncent comme dangereux? Mais vous savez, on a respecté totalement le contradictoire. Nous avons adressé des questionnaires à toutes les communautés concernées. Elles ont eu tout le loisir de nous répondre. Donc tout est bien clair. Donc les témoins de Jéhovah, contrairement à ce qu'il dit, vous dites, vous avez discuté avec eux, ils ont été entendus Mais on ne discute pas avec des communautés sectaires. On prend acte de leurs actes lorsqu'ils franchissent la ligne jaune, c'est-à-dire la loi républicaine. De fait, et à l'instar de M. Fenech, l'option de ne pas dialoguer avec les personnes incriminées est un consensus général parmi les acteurs de l'antisectarisme. Il en est un autre, c'est celui d'ignorer le travail des historiens des religions, sociologues ou ethnologues salariés de l'État qui depuis des années étudient l'émergence des nouvelles spiritualités. Ils ont pourtant prouvé devant notre caméra qu'ils avaient des choses à dire sur la situation française. Maurice Duval, ethnologue,
qui a entre autres étudié pendant 4 ans la religion homiste. Aujourd'hui, on est à cette période-là où il y a des contrôles de plus en plus grands et on essaie maintenant, comme Big Brother, de contrôler les pensées, de contrôler les systèmes de croyance des gens. C'est la raison pour laquelle je me bats contre cela, c'est que je pense que c'est extrêmement dangereux socialement. Et je dirais à l'ami Villute qui sont dans ce cas de figure, et qui le savent bien d'ailleurs, malgré tous les discours, parce que quand on regarde combien il y a eu de gens, de groupes, de sectes épinglés par la justice pour méfaits, pour délits, on voit que c'est dérisoire par rapport au nombre de groupes. D'ailleurs, ça les embête à l'ami Villute, parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Jean Bobéro, titulaire de la seule chaire française sur la laïcité, intervenant incontournable de tous les colloques français ou étrangers sur le sujet. Qu'il y ait des associations qui luttent contre d'autres groupements, ça fait partie de la société globale, ça fait partie de la liberté d'expression. Que ces associations soient liées à l'État, soient reconnues d'utilité publique et qu'elles puissent instrumentaliser l'État, ça c'est grave et c'est ce qui distingue la France des autres démocraties. Raphaël Liogier, directeur de l'Observatoire du religieux, institution de l'Université d'Aix-en-Provence. La plupart des chercheurs en sciences sociales sont d'accord sur le diagnostic, sur ce qui se passe, sur le religieux, sur les nouveaux mouvements religieux. Enfin, il n'y a pas de chercheurs sérieux en sciences sociales en France qui ont peur des nouveaux mouvements religieux. Peu ou pas de victimes. Une population inoffensive selon les universitaires qui l'étudient. Et pourtant, une mobilisation nationale à l'encontre de cette population est l'idée ancrée qu'elle représente un fléau social majeur. Ce qui s'apparente à une véritable psychose n'est pas sans conséquence. Nous vous invitons à découvrir l'envers du décor. Des hommes, des femmes et des enfants victimes méconnues d'une véritable répression. Avec les sectes, la courtoisie n'est pas de règle, il faut venir par surprise. En décembre 2006, nous sommes allés à la rencontre d'une petite communauté chrétienne qui faisait alors à ses dépens la promotion du 3e rapport d'enquête parlementaire sur les sectes. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La commission d'enquête parlementaire sur les sectes a découvert 18 enfants vivant en vase clos dans la communauté biblique Tabitha's Place. Donc vers 9h du matin, moi j'étais en train de commencer la classe avec mes 3 élèves. Et puis là, il y a un enfant qui vient me prévenir qu'il y a des messieurs qui attendent devant la porte. On me prévient que c'est des gens du Parlement qui sont là. Donc je les fais rentrer et on s'assied, on commence à discuter tranquillement ensemble. On savait que ce sont des parlementaires qui ont fait, entre guillemets, de la lutte contre les sectes leur cheval de bataille. Donc on sait très bien qui venaient. J'écoute mon cœur, je me dis, okay, ça fait 10 ans qu'on leur demande de venir ici pour voir par eux-mêmes et constater par eux-mêmes ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, comment sont nos enfants. Donc ils ont visité 3 classes, ils ont posé quelques questions brièvement aux enfants. La visite sera de courte durée, car le planning des députés est très serré ce jour-là. Quand les parlementaires étaient encore dans nos locaux, on commençait déjà à être contactés par les premiers journalistes qui nous disaient qu'une dépêche de l'AFP était tombée, qui disait donc que la commission allait faire une conférence de presse à Paris à 18h. Avant le départ, les députés sont invités par leurs hôtes à converser autour d'une boisson. On les assoit dans ces locaux ici, là où on est maintenant, et nous leur posons la question de savoir quelle était leur première impression. Et là-dessus, à M. Georges Fenech de prendre la parole, et lui-même nous dit, et je regrette de ne pas l'avoir enregistré, parce que lui nous dit, écoutez, franchement, nous avons été agréablement surpris de l'accueil que vous nous avez donné, puisque nous sommes venus par surprise, vous nous avez reçus avec le sourire, vous avez ouvert vos portes sans résistance, nous avons trouvé des locaux qui étaient propres, nous avons trouvé des enfants qui étaient sains, des enfants qui avaient l'air heureux, nous avons même pu constater qu'ils jouaient ensemble, nous les avons vus à travers la fenêtre, M. Georges Fenech qui dit ça. Quelques heures après, ces messieurs prennent l'avion et arrivent à Paris, et là, le tableau change, ça devient quelque chose de dramatique. Ils ont découvert des Natacha Kampusch, des enfants qui étaient asociaux, coupés du monde. On a été bouleversés, je crois que ce n'est pas la peine de le cacher. Nous avons vu ces 18 enfants livrés à une communauté, un enfermement psychologique.
la loi ne permet pas de lutter contre cet enfermement psychologique de ces enfants qui sont coupés du monde. Coupés du monde. De quel monde? De quel monde? Enfin, on n'est pas coupé du monde dans la mesure où on reçoit régulièrement des invités, nos familles, on leur rend visite, on va sur des foires et des marchés, nos enfants eux-mêmes, ils se déplacent avec nous, hein, on n'est pas du tout coupé du monde. L'étiquette de secte est un véritable passeport pour les ennuis, une condamnation à vie à la présomption de culpabilité même pour ceux qui ont subi des procédures judiciaires et en sont sortis blanchis. Un autre lieu, d'autres personnes réunies autour d'autres convictions, victimes de la même psychose collective. Je constate qu'il y a des communautés qui commettent des dérives sectaires qui peuvent être susceptibles de causer des dommages. J'y vais et j'ai bien l'intention d'y aller et j'irai au moins dans tous les départements. J'ai vu d'un coup 8 personnes arriver, une caméra sur l'épaule. Je l'ai vécu un petit peu comme une descente, c'est-à-dire que M. Fenech est assez incisif dans sa manière de se présenter, dans sa manière d'entrer. Il impose un rapport un petit peu de juge d'instruction, si j'ose dire cela ainsi. Alors je ne sais même pas si j'ai donné l'autorisation de filmer parce que ça a été tellement brutal que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Il y a un monsieur qui vient vers moi, qui se présente. J'ai pas trop compris ce qu'il me disait. Il m'a cité un sigle, j'ai entendu UD à la fin, c'est tout ce dont je me souviens. Enfin, on a tout de suite vu que M. Fenech était vraiment la personne importante, avec son aéropage de personnes de tour. J'avais toujours cette idée que c'était vraiment des personnes venues faire une enquête, donc voilà, moi j'ai répondu aux questions. Donc nous avons fait un tour de la propriété, il y a eu des questions posées. Alors M. Fenech est particulièrement à des questions stéréotypées qui reviennent cycliquement. Il y a toujours des références si les enfants sont scolarisés, la notion santé et qu'est-ce qu'on propose par rapport à la santé. Ensuite qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier, que les questions étaient très orientées et qu'il n'y avait pas d'ouverture. Et chaque fois qu'Éric ou Véronique partaient sur ce terrain-là, c'est-à-dire ce qui se vit réellement ici, il coupait la parole, il posait une autre question, il invitait un de ses collaborateurs à poser des questions. Et on a senti qu'il y avait un agacement, qu'il y avait une impatience. J'ai ressenti un malaise, quoi. J'ai senti que les réponses leur importaient peu. Les enfants ne vont pas à l'école, vous êtes une secte. Vos enfants vont à l'école, et bien vous êtes une secte et vous essayez de vous cacher derrière le fait que vos enfants vont à l'école. C'est une couverture. Donc tout est interprété de manière à amener un axe bien précis. Et puis sont arrivées les questions vraiment malhonnêtes sur l'argent que frère Abel gagnait sur notre dos. Au fur et à mesure en fait, de la visite, je me suis bien rendu compte qu'il y avait vraiment une amertume en disant mais en fait ce qu'on dit ne les intéresse absolument pas. Ils ont déjà leur idée sur ce qu'ils viennent voir et puis enfin surtout M. Fenech. Les autres personnes étaient plus respectueuses. M. Fenech sous-entendait que frère Abel était membre de l'ordre du Temple solaire. J'ai été un peu effrayée et indignée de ce que cet arcade donnait à voir du travail qui est fait ici. Ça nous a semblé parfaitement, pas faux, mais pire que ça, pas juste, quoi. Ça ne correspond pas du tout à l'esprit du lieu. Là, j'ai l'impression d'avoir été abusée une deuxième fois, parce que j'avais vraiment fait confiance à cette personne qui était à côté de moi, cette journaliste du Parisien. Une équipe de France 2 était venue sur le lieu, donc avec une journaliste et un caméraman, et nous nous sommes dit, mais si c'est de la même veine... J'ai rappelé France 2 pour savoir ce qu'il en était exactement et à quoi ça correspondait et où est-ce que ça allait. Elle a tenté de me rassurer en me disant qu'il y avait une éthique, qu'il n'y avait aucun souci à se faire, etc. Simplement, l'intitulé de l'émission était Les gens portés disparus. Nous avons décidé en accord avec notre avocat de refuser la parution de ces images ou la diffusion de ces images. Quand nous avons rencontré cet avocat, il nous a bien dit que l'amie Villune n'avait pas à rentrer chez nous comme elle l'a fait. Elle n'était pas habilitée à le faire. Et c'est la raison pour laquelle des courriers sont partis au préfet. À bon droit, nous pourrions nous dire ad fi. C'est-à-dire que s'il y a une association de défense de la famille et de l'individu, c'est bien dans des lieux comme ici.
Nous ne faisons que ça, défendre la famille et l'individu. Ça fait des années que je dis, mais venez contrôler ce qui se passe, venez voir ce qui se passe. Où ça me gêne, c'est que de telles descentes vont pouvoir mettre en danger des gens qui sont fragiles. Ils ont fait des démarches auprès d'avocats. Enfin, je suis ça de très très près. C'est important pour moi parce que sans le moulin, je ne sais pas ce que je vais devenir. Les résidents de Terra Nova, petite communauté que nous avions déjà évoquée dans le premier volet de notre documentaire, ont donc subi en décembre 2000 une arrestation particulièrement violente, mobilisant 80 gendarmes et des forces spéciales d'intervention. Après une garde à vue en tout point semblable à celle des habitants de la Balme, c'est la première rencontre avec le juge et le début d'une longue épreuve. La première phrase du juge a été « c'est « je vous mets en prison, moi et Olivier Manitara. Je vais vous mettre en prison à la maison, immobilisé à résidence où je n'ai plus le droit de travailler, plus le droit de sortir, donc pas le droit d'avoir des revenus puisqu'il m'avait en fait en plus pris tout l'argent que j'avais dans mon sac à main, il m'avait bloqué tous mes comptes, enfin voilà, donc ils avaient fait en sorte que ça se passe très mal après quoi. Pour nous embêter, ils ont décidé d'emmener tous nos ordinateurs, toutes nos comptabilités, tous nos fichiers clients, c'est-à-dire la base de notre travail. Quand j'ai vu la juge, elle m'a pas posé de questions, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte de Terra Nova. Ce qu'elle voulait que je lui dise, c'est que oui, je pouvais partir et retourner vivre une vie normale dans une grande ville. Donc j'ai été banni de là où j'habitais, je n'ai plus le droit légalement, officiellement, de rencontrer les gens avec lesquels je vivais, je travaillais, donc je n'ai plus d'emploi. On m'en a pas proposé en échange, mais bon, ça, c'était pas leur problème. Moi, je suis un écrivain, j'ai écrit une trentaine de livres. Vraiment, écrire, c'est ma vie. Ils m'ont empêché pendant 8 mois d'écrire. Ils m'ont enlevé une partie de ma vie. 8 mois d'emprisonnement à la maison, avec 2 enfants, plus étant enceinte, en écrivant de nombreuses lettres, en demandant d'essayer de trouver un moyen de gagner de l'argent. J'ai même, à un moment donné, écrit une lettre en disant que je souhaitais aller au Resto du Cœur pour avoir à manger. Ça m'a été refusé. Il faut savoir qu'à l'issue de la procédure judiciaire, il ne restera rien des accusations initiales de manipulation mentale, de vol, de violence ou de séquestration qui firent la une des journaux locaux. Et rien, quoi qu'il en soit, pour justifier ce qui s'est passé pendant la période d'instruction, et notamment la tournure condamnable que prit l'enquête des gendarmes. Ils ont parcouru toute la France, les gendarmes, toute la France, pour aller voir des clients des éditions Télésma. Et ils allaient les voir en leur disant, voilà, vous êtes dans une secte. J'avais des diffuseurs, on leur envoyait un dossier, attention, c'est une secte, ils n'ont plus voulu de nous. On avait des libraires avec lesquels on travaille, attention, Manitara est un gourou, donc ils ne voulaient plus travailler avec nous. Enfin, donc ils ont fait tout un cheminement, la gendarmerie, de façon à ce que tout s'écarte de nous. Et les gens, ils ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ce qu'on leur apporte. Pour eux, à partir du moment où c'est mis devant leur nez, pour eux, c'est vrai. On devient un sous-citoyen, on devient un mauvais français, on devient un être qu'on doit pas aider, on doit lui mettre des bâtons dans les roues, voilà. C'est une réalité. Les inculpés espèrent des audiences au tribunal, une confrontation enfin équitable où ils vont pouvoir se défendre et obtenir justice. Cette attente est souvent déçue par des magistrats qui semblent perdre toute rationalité quand il s'agit de juger une affaire de secte. Tal Schaller, médecin et naturopathe, s'est d'abord vu suspecté d'appartenance à l'ordre du Temple solaire et de fomenter un suicide collectif. Il ne relevait plus, 2 jours plus tard, que d'infractions au code de l'hôtellerie, qui seront sanctionnées de manière assez surprenante. Il témoigne, comme l'ont fait les habitants de Terra Nova, qu'être accusé de secte, c'est souvent être le spectateur impuissant de ce théâtre de l'irrationnel. Nous avons non seulement une amende extrêmement élevée, mais aussi une peine étrange qui consiste à nous interdire pendant 5 ans d'organiser des stages et des conférences sur tout ce qui concerne la santé et l'épanouissement de la personne. C'est que nous sommes retournés plusieurs fois au tribunal et on a toujours eu cette impression que les juges nous disaient en quelque sorte « oui, vous n'êtes peut-être pas une secte, mais vous êtes quand même une déviance sectaire ».
Avec ce mot de déviance sectaire, on peut mettre ce qu'on veut, et en quelque sorte, on était comme condamné d'avance, puisqu'on était dans une déviance sectaire. Quand ils nous ont interrogés, ou ils nous ont fait passer, je sais pas combien, 8 heures ou 9 heures debout à la barre, ils nous ont insultés en tant que gourous, en tant que secte, où ils n'ont rien voulu entendre. Rien, mais vraiment. Où j'ai été même à un moment donné obligée de crier pour expliquer, quand on m'accusait de quelque chose, en principe, on a un certain temps pour répondre à la question. Là, c'était, vous êtes accusé de ça, je commence à parler, je disais 4 mots. Oui, mais vous essayez toujours de vous défendre, on sait que vous êtes une secte, ça sert à rien de prouver. Alors je leur explique que j'ai des papiers qui prouvent que je suis innocente de ce qui m'accuse. Oui, mais ça c'est pas vrai. Alors là, donc les avocats à ce moment-là interviennent et disent que bon, c'est carrément la discrimination. Le procureur de la République a dit que j'étais un être malade, que j'étais un gourou, que j'avais organisé une secte, que les éditions Télésma étaient nuisibles à la société, donc que j'étais quelqu'un de nuisible à la société. Enfin, ça fait peur. Mais je ne suis pas en sécurité. Parce que ces gens-là, ils veulent m'inculper. C'est pas que j'ai fait quelque chose, c'est qu'ils veulent m'inculper. Ces supposées affaires de secte ne révèlent donc aucune victime de secte, mais quelques contentieux, comme il en arrive dans tous les secteurs de la société, et surtout des personnes persécutées pour des choix de vie tout à fait légitimes. Ce bilan peut être étendu à 25 ans de lutte contre les dérives sectaires, comme en témoignent Maître Florent et Maître Biraud, tous deux avocats spécialistes des libertés individuelles. Donc s'il y avait une enquête citoyenne, statistique, sociologique, judiciaire, on s'apercevrait que, il y a très peu de condamnations depuis 10 ans, mais quasiment rien. On en trouvera une dizaine. Et que sur cette dizaine, elles touchent, pour 8 ou 9 d'entre elles, des dérives personnelles de membres appartenant à des groupes minoritaires. Donc c'est effectivement un fantasme de penser qu'il y a une délinquance ou une criminalistique particulière, une délinquance particulière qui toucherait les sectes. C'est un phénomène qui est inexistant. On s'est doté d'un énorme arsenal pour courir comme un tartarin de Tarascon après le fauve qui hantait la forêt publique. On n'a guère trouvé d'animaux dangereux et on a produit des effets désastreux dans la population, notamment cette phobie collective qui s'est emparée du pays. Et derrière cette phobie collective, une pléthore de procès qui n'avaient aucun rapport, tels que des divorces, où les uns accusaient les autres d'être dans des sectes. Voilà le bilan, un bilan totalement désastreux. L'accusation de secte est bien plus répandue qu'on ne le croit et elle peut toucher n'importe qui. Quand un couple se sépare, il est courant de voir les blessures générer toutes sortes d'agressions et les cours de justice être le théâtre des allégations les plus extrêmes et les plus gratuites. 2 témoignages pour parler des centaines de personnes qui se sont vues un jour accusées d'être dans une secte dans un contentieux de divorce. J'ai pu trouver en moi l'énergie suffisante pour demander à mon mari de divorcer, chose que je voulais faire depuis des années, mais il était farouchement opposé à ça et il ne voulait pas en entendre parler. Il en a beaucoup parlé à mes enfants, mes fils aînés qui étaient majeurs, et ils se sont mis en tête tous que je devais faire partie d'une secte. C'était pas possible que je veuille par moi-même divorcer, c'était inimaginable, il fallait qu'on m'ait monté la tête. Et c'est là qu'ils ont décidé d'aller voir la DFI. Cette tournure des événements tient au fait que Marie-Christine, qui ne sort du cercle familial qu'une fois par semaine, participe entre autres aux activités d'une association de rencontres et de partage autour de divers livres et techniques de développement personnel. Donc la DFI a joué sur la paranoïa, sur la peur. Vous vous rendez pas compte, votre mère, c'est pas vraiment une secte dans laquelle elle risque de rencontrer des gens extrêmement dangereux. Donc elle peut être entraînée dans une secte. Donc elle peut entraîner vos 2 petits frères, donc mes 2 derniers enfants qui étaient mineurs. Et à ce moment-là, pour les sortir de là, ça sera impossible. Donc, pour éviter tout ça, à titre préventif, il vaut mieux lui enlever la garde des enfants. Alors, la DFI a conseillé à mon mari un avocat
sur Aix-en-Provence, un avocat qui avait un énorme pavé marqué lutte anti-secte. Donc il a contacté cet avocat qui lui a dit il fallait faire un divorce pour faute, pour m'enlever les enfants. Cet avocat a dit que c'était la procédure normale dans ces cas-là. Le dossier allait être monté de telle façon que je ne pourrais pas m'en sortir. Marie-Christine, qui ne peut quitter le domicile conjugal, ce qui pourrait constituer une faute dans le cadre du divorce, doit alors subir pendant de longues semaines une véritable persécution. Ils ont dit à mes enfants de fouiller tous mes papiers personnels, mon agenda, mes talons de chèque, mon carnet d'adresse. Ils se sont vraiment tous montés contre moi, ils m'ont agressée, ils m'ont même insultée, j'ai été traitée de traînée, de menteuse, et j'en passe. Donc sous le prétexte de me sauver, parce que on leur a dit qu'il fallait vraiment me sauver, que j'étais en danger grave. Essayer de discuter avec mon mari de tout ça, c'était impossible. Il était dans le refus de la discussion. Il y a eu un de mes enfants avec qui j'ai pu parler, un seul. Petit à petit, j'ai réussi à lui faire comprendre un certain nombre de choses. Donc du coup, il a essayé d'en parler à ses frères et à mon ex-mari. Et à ce moment-là, ils l'ont tous traité de traître. J'ai vraiment senti à un moment donné que j'allais péter les plombs, que j'étais au bord de la folie. Heureusement il y a vraiment un jour en particulier, j'ai senti que cette journée-là, s'il n'y avait pas quelqu'un là, qui était là près de moi, à qui je pouvais parler, qui me tienne la main, je devenais folle. Où sont donc les victimes ? Ne pourrait-on parler, en l'occurrence, d'enfermement psychologique, de manipulation mentale ou de lavage de cerveau, toutes choses dont sont habituellement accusées les nouvelles spiritualités? L'ex-mari de Marie-Christine finira par renoncer à la procédure en cours, pris de remords, mais aussi certainement pour des raisons financières. Sachant quand même que cet avocat avait demandé entre 10 et 15 000 euros pour un divorce pour faute, dans la mesure où c'était un dossier difficile. Donc ce que je conçois maintenant, le dossier devait être sacrément difficile parce qu'il n'y avait rien dedans. Il n'y avait absolument rien qui pouvait m'accuser de quoi que ce soit. Le cas de Marie-Christine n'est pas isolé, comme en témoigne Christian Paturel, ancien avocat. On voyait apparaître dans les procédures des dossiers de la DFI, des dossiers assez subséquents, puisque c'était des dossiers à peu près épais comme ça, qui étaient remis à l'avocat adverse, de façon à alimenter le débat. La DFI, qui se prétend être association d'aide à la famille et à l'individu, a poussé vraiment à la destruction d'une famille et a incité à l'agressivité et à la haine. Sous prétexte d'amour, on balaye toutes les valeurs de tolérance, de respect des autres, d'écoute, et on agresse les gens, on les met plus bas que terre et on les détruit. J'ai eu des dossiers quand on a pu s'orienter vers un divorce conjoint qui brutalement s'emportait et tournait au contentieux, et il faut voir même à la guerre de tranchées. Christine était, elle, divorcée depuis 8 ans, quand son fils, après avoir passé plusieurs années avec son père, demande à revenir vivre avec elle. L'ex-mari, déçu, ne peut s'opposer au désir de son fils puisque cette liberté d'aller et venir librement entre les deux foyers était établie dans le jugement du divorce. C'est alors qu'il recourt à l'accusation de secte. Il a porté plainte auprès du tribunal d'instance du tribunal pour enfants, en stipulant, et ça, là je cite ce qu'il y a de marqué sur le jugement, qu'il a saisi le tribunal pour enfants en raison du danger que représentent à ses yeux les influences néfastes de sa mère et de son entourage en raison des liaisons qu'elle entretient avec une secte. Donc il a estimé qu'il y avait un problème, un danger pour son fils, et que j'avais une influence mauvaise et négative sur lui par rapport à ce que je vis. La décision du juge, je l'ai connue immédiatement à la fin de l'entretien. Il m'a dit, écoutez, j'ai entendu votre fils, je vous ai entendu vous, je ne vois absolument aucun danger dans le fait que votre fils soit avec vous. Vous n'êtes pas dans un mouvement qui a l'air dangereux. Donc je donne non-lieu à ce jugement. Christine, pas plus que Marie-Christine,
n'appartenait aux minorités spirituelles qui font parfois la une des médias. Elle n'a pas de vie communautaire et mène une vie professionnelle et sociale très conventionnelle. Elle était donc loin d'imaginer qu'elle pourrait se voir accusée d'être dans une secte. J'ai une vie tout à fait saine, j'ai une vie tout à fait normale, je travaille, je mange normalement, je me soigne normalement, je réfléchis, je ne suis pas endoctrinée, je ne donne pas mon salaire à je ne sais pas qui. L'ex-mari, mécontent du non-lieu, va porter plainte directement auprès du procureur de la République. Et un jour, j'ai reçu, aux surprises, une convocation au commissariat de mon domicile. Je me suis retrouvée dans un bureau, bon, comme dans les films, hein, derrière une table avec un monsieur qui tapait sur sa machine, une pièce toute petite, sans rien sur les murs. Je me suis sentie immédiatement dans une position de coupable. Mais alors, immédiatement. Et à un moment donné, il y a une autre personne qui est arrivée, alors très, très excédée, très énervée, il cherchait ses cigarettes, enfin son briquet, ou je sais pas quoi. Et puis il commence à me dire, oui, mais vous savez, les gens comme vous, hein, qui sont dans des sectes, on sait, hein, ils fonctionnent tous pareil, hein, on les connaît, on a l'habitude. Donc il m'a posé plusieurs questions, il m'a demandé comment je gagnais ma vie, comment je mangeais, qui je fréquentais, comment je me soignais, si je prenais des médicaments. Si je prenais des drogues. Christine devra attendre plusieurs mois, sans aucun retour de l'appareil judiciaire, avant d'être à nouveau convoquée par le juge. Son fils ayant entre-temps décidé de retourner chez son père, Christine obtiendra alors de son ex-mari le retrait de sa plainte. Pour les personnes concernées par des choix de vie alternatifs, un sentiment d'oppression peut facilement grandir à l'écoute de ces témoignages. C'est un reflet du quotidien des accusés de secte. Vivre notre vie en France, c'est difficile. Qu'à partir du moment où on devient la cible des médias, c'est quelque chose qu'on doit subir. C'est pas anodin. Vous êtes mis à nu. On rencontre souvent un véritable mépris des aspirations les plus profondes au sein de la dite lutte contre les sectes. Cela explique le cynisme d'une action qui laisse derrière elle des blessures profondes. Maintenant, il y a une vraie destruction. C'est-à-dire que j'arrive pas à me sentir en confiance avec mes enfants. Il est hors de question que j'arrive à leur parler encore de ma vie privée ou de ce que je pense, de ce qui m'intéresse. Je garde ça pour moi. Je dis que mon anniversaire, j'arrive plus à le faire avec eux. J'ai été dans une dépression énorme après. J'étais vraiment perdu. Si j'avais pas eu ma croyance en Dieu, si j'avais pas eu la prière et tout ça, à mon avis, je me serais suicidé. Je le dis franchement, parce que tout s'effondrait autour de moi. Je sentais qu'ils étaient sur moi alors que j'avais rien à me reprocher, que je pouvais même pas m'expliquer. Quand je me suis fait arrêter, ça a tellement été violent que je m'en suis pas remis, quoi. J'ai passé 3 mois à l'hôpital où j'ai accouché du bébé 2 mois avant. Donc j'ai accouché d'un bébé prématuré. Ça a été assez difficile de retrouver un sommeil normal dans mon appartement. Ça marque beaucoup plus qu'on croit. Des centaines de personnes ont vécu des situations similaires ces 25 dernières années, dans l'indifférence générale. Le CICNS a en peu de temps constitué un dossier nominatif et détaillé. Nous dénonçons les persécutions d'une politique discriminatoire qui se perpétue sans aucune justification sérieuse. Quelques dérives individuelles sont utilisées depuis 25 ans par les médias et certains pouvoirs publics afin d'entretenir une chasse aux minorités spirituelles qui a causé de nombreuses souffrances dans notre population. L'injustice flagrante d'une telle situation pourrait rapidement devenir la honte de notre société si les ressorts de cette méprise dramatique ne sont pas exposés au grand jour afin de faire évoluer le débat vers plus de sagesse et d'intelligence.